Je m'appelle Emma Brooks, j'ai 65 ans et je vis dans un quartier tranquille de Phoenix, en Arizona. Veuve depuis 10 ans, j'ai bâti une vie simple autour de mes 2 fils, Steven, architecte, et Ivan, copilote, et de mon petit-fils Matthew, 7 ans. Ce matin-là, rien ne laissait présager que ma maison se fendillerait par une ligne invisible. Je rangeais les assiettes du petit déjeuner quand la voix d'Araceli, ma belle-fille la femme de Steven, m'est parvenue de l'aile. Étage. Maman, je prends une douche rapide. L'eau coulait encore lorsque le téléphone a sonné. Était Ivan, en escale. Nous avons parlé du ciel limpide, de son prochain vol. Puis sa voix s'est faite prudente. Maman, il vient de m'arriver quelque chose d'étrange. Ma belle-sœur est chez toi, n'est-ce pas? Guillemets double. J'ai regardé l'escalier, la vapeur, la blouse blanche qu'Araceli portait tout à l'heure. Bien sûr! Elle est sous la douche? Un silence s'est étiré si longtemps que j'entendais sa respiration. Impossible, a-t-il soufflé. J'ai son passeport dans les mains. Elle vient d'embarquer sur MON Vol pour la France. Je la vois. Elle est assise en première, à côté d'un homme très élégant. Ils se parlent comme un couple. Guillemets double, le mot couple, m'a transpercé. Au même instant, l'eau s'est tue. La porte de la chambre s'est ouverte et la voix d'Araceli a roulé dans l'escalier. C'est qui au téléphone, maman? Un ami, ai-je répondu trop vite, le cœur affolé. Dans le salon, j'ai chuchoté à Ivan. Étais-tu absolument certain? Il ne doutait pas. Le passeport avait la photo, le nom, la place. J'ai raccroché les doigts tremblants, l'air devenu soudain lourd malgré le soleil. Araceli est descendue peu après, fraîche, une robe bleu clair sur les épaules, le panier d'osier à la main. Je passe tôt au marché. Tu veux des tomates? J'ai hoché la tête. Sa silhouette a disparu derrière le portail, et une inquiétude s'est incrustée, minuscule, mais tenace. Ivan n'a jamais menti. Pourquoi le ferait-il aujourd'hui? Alors des broutilles oubliées ont refait surface, l'une après l'autre. La semaine passée, Araceli a écrit la liste des courses de la main droite, d'une écriture nette. Le lendemain, je l'ai vu écrire de la gauche, maladroitement. Depuis quand es-tu gauchère? Je m'exerce pour m'amuser. J'avais ri. Et puis ses humeurs, tantôt miel, tantôt vinaigre. Un soir, elle berçait Matthew en chantant. Le lendemain, elle claquait des reproches pour un sel mal rangé. Je mettais cela sur le compte de la fatigue. À présent, ces petits écarts formaient un motif. Matthew, en rentrant de l'aile, école, m'a montré son cahier. Hier, maman a écrit avec la main droite, Iske, était jolie. Aujourd'hui, avec l'autre, c'est moche. Ta maman était pressée, mon cœur. Mais sa petite phrase a planté son aiguillon. Des fois, elle me serre très fort. Des fois, elle ne me regarde même pas. Guillemets double. Même les voisins s'en mêlaient. Madame Collins a rendu un plat. Ta belle-fille est adorable, mais hier tu m'avais dit qu'elle est droitière. Elle me l'a tendue de la gauche. Le boulanger, Monsieur Johnson, a ajouté. L'autre jour, elle a complimenté mon pain. Ce matin, elle est revenue sans un bonjour. Ces témoignages, que j'aurais balayés hier d'un haussement d'épaules, s'empilaient en une colonne d'alarme. Le soir, Matthew a renversé un verre. J'ai ri, j'ai épongé. Araceli a cinglé. Pourquoi es-tu si maladroit? Steven a soupiré. Ce n'est rien. Tu le défends toujours, je passe pour la méchante. Le repas a pris le goût du métal. Après avoir tout rangé, j'ai sorti un vieux carnet. 15 heures, Araceli part au marché. 18 heures, revient, blouse bleue, voix sèche. Hier, berce Matthew. Aujourd'hui, non. Chaque ligne me paraissait graver une fracture. Les jours suivants, j'ai noté encore. Panier d'osier remplacé par un panier bleu, prêté par une amie, salut chaleureux ici, visage fermé là. Une cohérence inverse se dessinait, la même femme, des gestes contraires. Ou bien 2 femmes. Je chassais cette idée comme on chasse une mouche obstinée, mais elle revenait se poser au même endroit. Le week-end, la maison s'est vidée, Steven en heure sup, Matthew a une activité. Je file au marché, maman, a lancé Araceli en lissant une robe jaune pâle à fleurs. Sa voix caressante m'aurait apaisé n'importe quel autre jour. Cette fois, j'ai obéi à la petite voix qui murmurait depuis l'appel d'Ivan. Suis là. J'ai noué mon vieux châle et, à distance, je l'ai suivie. Au carrefour, elle n'a pas pris à droite vers les étals, mais à gauche, vers une ruelle où la lumière s'effiloche. Les maisons y tenaient debout par habitude. La peinture écaillait, les toits de tôle gémissaient. Araceli s'est enfoncée entre un garage et un stand de maïs, a frappé à une porte de bois maculée, puis a disparu à l'intérieur. Je suis restée là, clouée, le souffle court. 1 minute. 2.
10. Je n'ai pas osé frapper. La peur d'avoir raison me paralysait. Quand je suis rentrée les jambes molles, la cuisine m'a accueillie avec le claquement d'un couteau. Araceli se tenait là, blouse blanche impeccable, les cheveux tirés. « Tu étais où, maman, pour rentrer si tard ?» La robe jaune avait disparu. La chronologie, elle, était cabrée. Cette nuit-là, pas de sommeil. À force de tourner et retourner les faits, j'ai écrit une phrase que j'ai aussitôt voulu rayer. Peut-être ne s'agit-il pas de la même personne. 6 mots qui m'ont glacé mais qui raccordaient tout. Gaucherie un jour, droiture le lendemain. Tendresse et aigreur, panier et chemisier qui ne coïncident pas. À l'aube, j'ai décidé de retourner dans cette ruelle. Non pour accuser, mais pour savoir. Car le mensonge, je le sentais désormais, avait fait son nid chez nous, et je ne pouvais plus m'y aveugler. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube, incapable de trouver le sommeil. Les images de la veille tournaient dans ma tête comme une roue de feu. La robe jaune qui disparaît, le manteau bleu qui réapparaît, la porte maculée de la ruelle. J'avais noté chaque détail dans mon carnet, et en les relisant, je n'avais plus le moindre doute. Quelque chose se jouait dans mon dos. Une supercherie, une pièce de théâtre où ma maison servait de décor, et moi, pauvre spectatrice, je n'avais pas encore découvert le scénario. Je me suis levée discrètement, et préparé du café, et suis sortie, châle sur les épaules. Les rues encore désertes portaient l'odeur humide de la nuit. J'ai marché droit jusqu'à cette ruelle où j'avais vu disparaître Araceli. La porte était close, grise, tachée d'huile et de poussière. Je suis restée plantée devant, hésitant entre frapper ou attendre. Finalement, j'ai choisi la patience. Après une demi-heure, le battant a grincé et une silhouette est apparue. Mon souffle s'est coupé. Était-elle, les mêmes yeux sombres, la même bouche, le même port de tête. Mais elle portait cette fois un manteau rouge vif, qui contrastait violemment avec l'aube pâle. Ses cheveux étaient lâchés, plus sauvages que ceux d'Araceli lorsqu'elle venait s'asseoir gentiment dans ma cuisine. Son pas était rapide, décidé, comme celui d'une femme qui sait exactement où elle va. Elle a allumé une cigarette avec une assurance qui m'a glacée. Araceli, ma belle-fille, n'avait jamais touché à une cigarette. Je l'aurais juré. Je l'ai suivie à distance. Elle a pris un bus, et je me suis glissée à l'intérieur, 2 rangées derrière. Tout le trajet, elle a regardé par la vitre, comme si le monde extérieur l'amusait. Le bus s'est arrêté devant un immeuble beige, banal, sans charme. Elle est descendue, a sorti des clés de son sac, et est entrée comme si elle en était la propriétaire. J'ai noté l'adresse dans mon carnet. Puis je suis rentrée en taxi, le cœur en déroute. Quand je suis revenue à la maison, Matthew dessinait au salon. Quelques minutes plus tard, Araceli est apparue. Mais cette fois en robe bleue pâle, panier d'osier au bras, sourire doux sur les lèvres. Pas un mot de son escapade. Elle s'est contentée de caresser les cheveux de Matthew et de me demander si j'avais besoin de quelque chose pour le dîner. J'ai dû serrer ma tasse de thé de toutes mes forces pour ne pas trembler. Les jours suivants, j'ai redoublé d'observation. Lundi, je l'ai vu partir avec ce manteau rouge, cigarette aux lèvres, et revenir en robe claire, l'air paisible. Mardi, j'ai trouvé un ticket de bus froissé dans la poche de son manteau. Mais le soir, elle affirmait n'avoir jamais quitté le marché. Mercredi, j'ai entendu 2 voix. L'une douce, qui chantait une comptine à Matthew. L'autre, sèche, qui réprimandait Steven pour une facture oubliée. Le timbre était le même, mais le ton différait comme le feu et l'eau. J'ai voulu en parler à Steven. Il m'a regardé, d'abord amusé, puis agacé. « Maman, tu vois des fantômes. Araceli est fatiguée, c'est tout. Arrête avec tes carnets. » Il n'a même pas ouvert mon cahier. Son incrédulité m'a blessée, mais je savais que si je renonçais, la vérité échapperait. Alors, j'ai continué seule. Un soir, je suis retournée devant l'immeuble beige. Les volets fermés ne laissaient filtrer qu'une faible lumière. J'ai attendu, immobile. Au crépuscule, elle est sortie, accompagnée d'un homme grand et élégant. Ils se tenaient par la taille, comme 2 amoureux. Elle riait, un rire franc et éclatant que je n'avais jamais entendu à la maison. Ils ont pris un taxi ensemble et sont entrés dans un restaurant dont les néons bleus proclamaient « La péninsule ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revoyais son rire, sa main glissée dans celle de l'homme, son manteau rouge éclatant dans l'obscurité. 2 visages identiques, 2 existences contradictoires. Les pièces du puzzle s'assemblaient malgré moi. Araceli avait une sœur jumelle. Et toutes 2 entraient et sortaient de ma maison comme si nous, étions que des marionnettes. Le lendemain, au petit déjeuner, j'ai posé la question. « Où étais-tu hier soir ?» Elle a levé les yeux vers moi avec un sourire tranquille. « Au marché. Comme toujours. » J'ai senti mon cœur cogner contre ma poitrine.
Araceli, ai-je insisté. Dis-moi la vérité. Elle a éclaté d'un rire léger. La vérité, maman, c'est que tu deviens paranoïaque. Mais ce rire-là, n'était pas celui de la femme au manteau rouge. Je me suis alors fait une promesse. Je ne resterai plus spectatrice. J'allais découvrir ce qui se tramait, coûte que coûte. Car derrière ces deux visages identiques se cachait un secret qui menaçait déjà ma famille. Je n'ai jamais su si ce fut la peur ou la curiosité qui me poussa à franchir le pas, mais dès le lendemain, j'ai décidé de retourner vers ce restaurant, la Péninsule. La scène de la veille continuait de me hanter. Araceli, ou son double, riant aux éclats, la main enlacée à celle d'un inconnu. Je me sentais comme enfermée dans une pièce où chaque rideau cachait une autre porte. J'ai quitté la maison après avoir inventé un prétexte. À Steven, j'ai dit que j'allais au marché pour acheter du pain. À Matthew, j'ai promis un goûter à mon retour. Mon carnet bien serré dans mon sac, j'ai pris un taxi. Le chauffeur m'a déposé à un coin de rue et j'ai poursuivi à pied. La péninsule brillait encore au loin, mais en plein jour, la façade paraissait moins menaçante. J'ai attendu plus d'1 heure, observant les clients aller et venir, jusqu'à ce que je la voie sortir. Elle portait encore ce manteau rouge. L'homme élégant l'accompagnait, et leurs gestes intimes ne laissaient aucune place au doute. Je les ai suivis discrètement, le cœur battant. Ils ont pris un bus, puis ont marché jusqu'à un immeuble cossu, bien plus raffiné que le précédent. Là, je les ai vus monter les escaliers main dans la main. Quand la porte s'est refermée, j'ai eu l'impression qu'on me l'a claqué au visage. J'y étais partagée entre l'envie de tout raconter à Steven et la peur d'être prise pour une vieille femme délirante. Je savais qu'il protégerait sa femme contre moi. Alors j'ai choisi le silence. Le soir, lorsque nous avons tous dîné ensemble, j'ai observé Araceli avec une minutie qui aurait effrayé n'importe qui. Elle riait doucement, servait Matthew, embrassait Steven. Mais je ne pouvais plus ignorer la vérité. Il y avait 2 femmes, identiques en apparence, mais radicalement différentes dans leurs gestes. Plus je notais dans mon carnet, plus la certitude se renforçait. Le jeudi matin, Araceli, version douce, m'a aidé à étendre le linge. Elle a fredonné une berceuse, les cheveux attachés proprement. L'après-midi, j'ai suivi l'autre jusqu'à une salle sombre où elle retrouvait toujours le même homme. Elle fumait, elle parlait d'une voix plus grave, elle riait d'un rire franc. 2 femmes, 2 existences, un seul visage. Cette découverte m'a épuisée. La nuit, je rêvais de miroirs où mon propre reflet se dédoublait. Le jour, je craignais que Steven ne remarque mon agitation. À plusieurs reprises, il m'a demandé si J était malade. J'ai répondu par des sourires forcés. Mais à l'intérieur, je me sentais comme une passagère clandestine, dans ma propre maison. Un dimanche, la situation a basculé. Steven travaillait sur des plans dans son bureau et Matthew jouait dans le jardin. Araceli est entrée dans la cuisine, vêtue d'une robe verte. Elle m'a regardé fixement, ses yeux sombres brillant d'une intensité étrange. « Maman, tu me surveilles, n'est-ce pas ?» Mon cœur s'est figé. Comment avait-elle deviné ? J'ai bredouillé une réponse confuse. Elle a souri. « Tu as l'air fatiguée ? Tu devrais te reposer. » Puis elle a quitté la pièce. Mais son regard m'avait glacé. Elle savait. À partir de ce jour, j'ai senti une hostilité nouvelle. De petits gestes trahissaient une méfiance. Elle rangeait mes carnets, fouillait dans mes tiroirs, posait des questions à demi-mot. J'avais l'impression qu'elle cherchait à découvrir jusqu'où Jade était allée. Pourtant, le soir même, une autre Araceli est apparue. Celle qui m'appelait « maman », avec douceur, et me préparait une tisane au miel. Le contraste devenait insupportable. J'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être avais-je perdu la raison ? Peut-être inventais-je tout cela pour combler ma solitude ? Mais chaque fois que je me penchais sur mes notes, chaque fois que je revoyais la robe rouge, la cigarette, le rire éclatant, je savais que n'étais pas folle. Il y avait bien 2 femmes. Une semaine plus tard, j'ai décidé de les confronter. J'ai attendu que Steven parte travailler et que Matthew soit à l'école. J'ai suivi discrètement Araceli lorsqu'elle a quitté la maison. Comme prévu, elle a pris la direction de la ruelle. Mais en tournant au coin, j'ai manqué de souffle. Une 2e silhouette sortait déjà de l'immeuble beige. 2 Araceli, côte à côte, marchant dans des directions opposées. Je suis restée clouée au trottoir, incapable d'avancer. Mes jambes tremblaient, mes mains se sont accrochées à mon sac comme à une bouée. J'avais enfin la preuve, mais elle m'écrasait plus qu'elle ne me soulageait. J'ai reculé, me suis cachée derrière une camionnette, et j'ai regardé les 2 silhouettes éloignées, l'une vers le marché, l'autre vers le centre-ville. 2 destins parallèles, 2 vies imbriquées dans la mienne sans que je n'ai jamais donné mon accord. En rentrant chez moi, je n'ai pas trouvé le courage d'écrire quoi que ce soit dans mon carnet. Les mots me semblaient trop faibles.
J'ai simplement tracé une ligne, longue et noire, sur la page. Une frontière. Un abîme. Le soir, Steven m'a demandé pourquoi je était si pâle. J'ai souri en lui disant que je était fatiguée. Mais à l'intérieur, je savais que le mensonge avait franchi un seuil irréversible. Ma famille se trouvait au cœur d'un mystère qui, tôt ou tard, allait tout engloutir. Et je pressentais déjà que J était la seule à pouvoir briser ce cercle avant qu'il ne soit trop tard. Je n'oublierai jamais ce matin-là. Le soleil filtrait à travers les rideaux, mais la lumière n'avait rien d'apaisant. Elle me semblait tranchante, comme si chaque rayon venait mettre en évidence ce que je tentais de cacher aux yeux de Steven et de Matthew. Ma terreur. J'avais vu de mes propres yeux 2 silhouettes identiques, 2 femmes qui se ressemblaient au point de me faire douter de ma propre santé mentale. Pourtant, la réalité N était plus discutable. La maison n'abritait pas une seule Araceli, mais 2. Je passais les heures suivantes à tourner en rond, incapable de prendre une décision. Devais-je confronter Steven? Devais-je montrer mes notes, mes preuves? Mais une petite voix me soufflait que cela ne servirait à rien. Mon fils refuserait d'admettre une vérité aussi invraisemblable. Pour lui, J était une mère vieillissante, sujette à l'imagination. Alors j'ai gardé le silence, tout en redoublant de vigilance. Au déjeuner, Araceli, ou du moins celle que je croyais être la version douce, a préparé une soupe de légumes. Elle m'a servi avec un sourire tendre, puis a déposé un baiser sur le front de Matthew. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai cru apercevoir une lueur étrange dans ses yeux, une sorte de défi muet. Comme si elle savait ce que j'avais découvert. Comme si elle m'avertissait que ce jeu ne faisait que commencer. Je n'ai presque rien avalé. Mon carnet, posé discrètement à côté de mon assiette, me servait de bouclier invisible. Après le repas, je me suis réfugiée dans ma chambre pour écrire. J'ai noté l'heure, les gestes, les mots exacts. Puis, incapable de supporter la tension, j'ai décidé de retourner dans la ruelle, encore une fois. Cette fois-ci, j'y suis restée plus longtemps. Le quartier m'a paru encore plus délabré que la première fois. Les façades suintaient l'humidité, les volets pendaient de travers, et l'odeur rance de friture et de métal se mêlait à l'air chaud. J'avais l'impression que chaque mur observait ma présence. La porte tachée de noir s'est ouverte vers 15 heures, et j'ai vu sortir la femme au manteau rouge. Elle riait au téléphone, une cigarette coincée entre ses doigts. Sa voix rauque ne ressemblait en rien aux paroles mielleuses que j'entendais habituellement à la maison. Je l'ai suivie. Elle a retrouvé l'homme élégant, le même que j'avais aperçu devant la péninsule. Ils se sont embrassés avec passion, sans se soucier du regard des passants. J'ai détourné les yeux, gênée, presque honteuse. Puis je me suis forcée à continuer de les suivre. Ils sont entrés dans un hôtel, et j'ai attendu dehors, les mains crispées sur mon sac, pendant plus d'1 heure. Quand ils sont ressortis, ils riaient encore, comme un couple amoureux. J'ai noté chaque détail. De retour à la maison, la douleur s'est intensifiée. Car au même moment, la version douce d'Araceli était là, assise avec Matthew, l'aidant à faire ses devoirs de mathématiques. Comment était-ce possible? Je les avais vues ailleurs, et pourtant elles se trouvaient là, devant moi. Mes tempes bourdonnaient. J'ai compris que je ne pourrais plus cacher cette vérité très longtemps. La nuit venue, j'ai à nouveau rêvé de miroirs. Dans chacun d'eux, 2 reflets d'Araceli apparaissaient. L'un me souriait avec douceur, l'autre me fixait avec haine. Et toujours, derrière elle, se tenait l'ombre d'un homme que je ne parvenais pas à identifier clairement. Je me suis réveillée en sursaut, trempée de sueur, persuadée qu'on m'observait dans l'obscurité. Les jours suivants, le piège s'est resserré. Araceli fouillait mes affaires. Une fois, en rentrant dans ma chambre, j'ai trouvé mon carnet ouvert sur le lit. Elle m'a souri avec innocence lorsque je l'ai interrogée. J'ai cherché une recette, maman. Mais je savais qu'elle mentait. Son sourire avait un arrière-goût amer, presque victorieux. Je commençais à craindre pour ma sécurité. Chaque geste devenait suspect. Quand elle me servait une tasse de thé, je me demandais si elle n'y avait pas glissé quelque chose. Quand elle ouvrait les rideaux le matin, je me demandais si elle ne calculait pas déjà la prochaine étape. La paranoïa me rongeait, mais en même temps, elle me tenait en vie. Un soir, alors que Steven travaillait encore tard et que Matthew dormait, j'ai entendu 2 voix dans le salon. Je me suis approchée en silence. La première disait « Elle a compris ». La seconde répondait « Alors il faut accélérer ». J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. 2 femmes, 2 voix identiques mais parfaitement distinctes, se trouvaient là, dans ma maison. Je me suis figée dans le couloir, incapable d'avancer. Puis j'ai entendu des pas. J'ai couru jusqu'à ma chambre et verrouillé la porte et me suis laissé glisser au sol, le souffle court. À partir de ce moment, il était plus possible de douter.
Ma maison N était plus un refuge, mais une scène de théâtre où l'on répétait un complot dont J était la cible. Chaque jour, je notais davantage, mais je savais que cela ne suffisait plus. J'avais besoin de preuves solides, de quelque chose que je pourrais montrer à Steven sans qu'il me prenne pour une folle. Alors j'ai pris une décision radicale. J'allais les surprendre ensemble, les deux, dans la même pièce, et je prendrais une photo. Cette idée m'a obsédée. J'ai préparé discrètement mon téléphone, chargé la batterie, vérifié l'appareil photo. Puis j'ai attendu le bon moment. Mais plus les jours passaient, plus je sentais que le temps jouait contre moi. Elles savaient que je les observais. Elles savaient que je étais plus dupe. Et leurs regards parfois brillaient d'une cruauté qui me glaçait le sang. Le soir où j'ai enfin pris mon courage à deux mains, j'ai senti que quelque chose allait basculer. La maison était silencieuse. Steven travaillait, Matthew dormait. Je me suis glissée dans le couloir, appareil en main, prête à tout. Je savais que cette nuit marquerait un tournant irréversible. Cette nuit-là, j'ai compris que le silence ne me sauverait plus. J'avais passé des semaines à accumuler des notes, à observer, à douter, mais désormais la menace S était matérialisée dans ma propre maison. 2 voix, 2 femmes, un seul visage. Leur complot se resserrait autour de moi, et je savais que je devais agir avant qu'il ne soit trop tard. Je m'aime, était juré de surprendre les 2 silhouettes ensemble. Si, était la seule preuve qui aurait pu convaincre Steven. J'avais préparé mon téléphone, vérifié 10 fois la batterie, appris à désactiver le flash pour ne pas me trahir. Cette obsession me donnait une force nouvelle, presque une rage froide. Pourtant, au fond de moi, la peur ne me quittait pas. Je redoutais le moment où mes soupçons se transformeraient en réalité irréfutable. Le lendemain matin, j'ai suivi Araceli dès son départ. Elle portait une robe fleurie, ses cheveux soigneusement attachés, l'image parfaite de la belle-fille modèle. Mais au détour d'une ruelle, j'ai vu apparaître l'autre. Même visage, mais allure différente. Manteau rouge, cigarette aux lèvres, démarche assurée. Elles se sont croisées à quelques mètres l'une de l'autre, et mon souffle s'est suspendu. Pendant une seconde, j'ai cru que Jai était victime d'une hallucination. Mais non. Elles étaient bien 2. Je me suis cachée derrière une camionnette, le téléphone tremblant dans ma main, mon pouce a effleuré l'aile, écran, prête à déclencher l'appareil photo. Mais au moment précis où elles se sont arrêtées pour échanger un regard, une voisine est sortie de chez elle, portant un sac de courses. Les 2 femmes se sont aussitôt dispersées, l'une vers le marché, l'autre vers l'immeuble beige. Mon occasion venait de évanouir. J'ai rangé mon téléphone, les larmes aux yeux. De retour à la maison, la tension était insupportable. Araceli préparait le dîner comme si de rien était. Steven lui parlait de son travail. Matthew récitait une poésie. Moi je jouais mon rôle en silence. Mais chaque mot sonnait faux. Je sentais que, tôt ou tard, elle découvrirait mon intention. La nuit suivante, j'ai entendu du mouvement dans le salon. J'ai entrouvert ma porte. 2 voix, à nouveau, se répondaient. « Elle nous observe », disait la première. « Alors il faut agir vite », répliquait l'autre. Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'elles allaient m'entendre. J'ai reculé, me suis enfermée dans ma chambre, et j'ai collé mon dos contre la porte. Le froid du bois m'a rappelé que je était plus en sécurité. À l'aube, j'ai pris une décision désespérée. Si je ne pouvais pas les photographier, je devais trouver une autre preuve. J'ai pensé aux objets, aux traces matérielles qu'elles pouvaient laisser derrière elles. Alors, discrètement, j'ai fouillé la maison. Dans la penderie, j'ai découvert 2 manteaux identiques, mais l'un portait une odeur de tabac. Dans un tiroir, j'ai trouvé 2 carnets de notes, rédigés dans 2 écritures semblables, mais pas identiques. L'une droite et nette, l'autre plus arrondie, hésitante. J'ai photographié chaque détail avec mon téléphone, les mains tremblantes. Je croyais tenir enfin une arme, mais la peur ne m'a pas quittée. Car je savais qu'en agissant ainsi, je franchissais une ligne. Si elles découvraient mes fouilles, leur hostilité deviendrait ouverte, violente peut-être. Chaque minute, je vivais avec l'impression qu'elles allaient surgir derrière moi. Steven, de son côté, s'inquiétait de mon état. « Maman, tu as l'air fatiguée. Tu devrais voir un médecin. » J'ai souri faiblement, sans répondre. Comment lui expliquer que le danger ne venait pas de mon imagination, mais de l'intérieur même de son foyer? Je craignais que la vérité ne l'anéantisse. Un soir, alors que Steven était parti à une réunion et que Matthew dormait, j'ai entendu un froissement derrière ma porte. J'ai retenu ma respiration. Une ombre s'est glissée dans le couloir. La poignée a bougé. Lentement, elle a tourné, mais j'avais verrouillé la porte. Après quelques secondes, les pas se sont éloignés. J'ai attendu longtemps avant d'oser me lever. Sur le sol, juste devant ma chambre,
J'ai trouvé une cigarette encore tiède. Était un avertissement. Elle savait que je savais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit une phrase en lettres majuscules. Elle prépare quelque chose. La rage et la peur s'entremêlaient en moi. J'étais décidée à ne plus subir. J'allais les affronter, même si cela devait me coûter cher. Le lendemain, j'ai suivi l'Araceli au manteau rouge jusqu'à l'hôtel où elle retrouvait son amant. J'ai pris mon courage à deux mains et sorti mon téléphone et cette fois-ci j'ai appuyé. Écran a capturé l'image, son visage, son manteau, l'homme à ses côtés. Ma preuve existait enfin. Mais au moment même où je croyais gagner, un pressentiment m'a glacé. Car je savais que la contre-attaque ne tarderait pas. Et je n'avais aucune idée de la forme qu'elle prendrait. Je n'avais jamais autant tremblé devant un simple écran de téléphone. Pourtant, ce matin-là, mes mains moites serraient l'appareil comme si ma vie en dépendait. La photo que j'avais prise la veille brillait sous mes yeux. Araceli, ou bien son double, dans ce manteau rouge éclatant, enlacé à cet homme élégant, leurs visages rapprochés, leur rire figé par le flash des néons de l'hôtel. Tout était clair, net, indiscutable. La vérité que je cherchais depuis des semaines s'y tenait enfin. Mais au lieu d'un soulagement, je n'ai ressenti qu'une peur plus grande encore. Car une preuve n'a de valeur que si quelqu'un accepte de la regarder. Et je savais déjà, au plus profond de moi, que Steven refuserait d'y croire. Il protégerait sa femme coûte que coûte, même contre sa propre mère. Était pas seulement en lutte contre ces deux femmes identiques, mais contre l'aveuglement volontaire de mon fils. J'ai passé la matinée à errer dans la maison, le téléphone collé contre moi comme un talisman fragile. Matthew jouait au salon, insouciant, ses rires résonnaient comme un écho cruel à l'angoisse qui m'aime, étouffait. Araceli, elle, préparait un gâteau, sa voix douce, élevant jusqu'à moi, lorsqu'elle fredonnait un air léger. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux ce que j'avais vu, j'aurais pu croire à ce tableau idyllique. Mais chaque note de sa chanson sonnait faux, comme une mélodie d'orgue au milieu d'une fête. À plusieurs reprises, j'ai failli montrer la photo à Steven. Mais chaque fois que j'imaginais son regard incrédule, sa voix blessée m'accusant de démence, je reculais. Non, il fallait plus. Plus d'éléments, plus de détails. Une avalanche de preuves impossibles à nier. Alors j'ai décidé de patienter. J'ai dissimulé mon téléphone sous mon oreiller, comme un secret brûlant. L'après-midi, j'ai entrepris une fouille discrète. Lorsque tout le monde fut sorti, Steven au travail, Matthew chez un camarade, et Araceli au marché, j'ai ouvert placard après placard. Dans une vieille armoire, j'ai découvert une boîte métallique soigneusement rangée. À l'intérieur, des lettres froissées, certaines signées d'initiales inconnues, des tickets de bus, des reçus d'hôtel. Les dates coïncidaient avec les disparitions mystérieuses de ma belle-fille. Chaque papier était une pièce du puzzle. J'ai pris des photos de tout, en replaçant chaque objet exactement à sa place. Mais la boîte semblait respirer, comme si elle n'attendait que le moment de se refermer sur moi. Quand j'ai refermé le tiroir, un bruit m'a glacé, un plancher qui craque dans le couloir. Je me suis retournée vivement. Personne. Le silence. Mais mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait déchirer mes côtes. Pendant quelques secondes, j'ai cru qu'elle, ou elle, m'avait surprise. Je suis remontée dans ma chambre à pas précipités, le souffle court, persuadée que des yeux invisibles me suivaient. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée assise sur mon lit, à écouter chaque craquement, chaque soupir de la maison. Vers minuit, j'ai entendu deux voix dans le salon. Pas une, deux. Elles parlaient bas, mais le silence de la nuit amplifiait leurs paroles. Elle a fouillé, dit l'une. Alors il faut accélérer, répondit l'autre. Mes mains ont tremblé, mon corps s'est raidi. J'ai retenu ma respiration, priant pour qu'elle ne monte pas. Quand le silence est revenu, je n'ai pas osé bouger pendant une heure entière. Le lendemain, affaibli, j'ai enfin craqué. J'ai montré la photo à Steven. J'ai sorti aussi les clichés des lettres, des tickets, des reçus. Je lui ai parlé du manteau rouge, des cigarettes, des rendez-vous nocturnes. Ses yeux se sont écarquillés, mais aussitôt il a secoué la tête. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré. « Il y a forcément une explication. Araceli ne ferait jamais ça. Peut-être une ressemblance. Une cousine, une amie. Mais pas elle. Guillemets, double. » J'ai insisté, la voix brisée. « Steven, ouvre les yeux, j'ai entendu deux voix dans la maison !» Sa colère a explosé. « Assez, tu t'inventes des histoires. Tu es fatiguée, maman. Tu devrais consulter. » Ces mots m'ont frappé plus violemment qu'une gifle. J'ai senti mes jambes céder. La distance entre nous venait de devenir un abîme.
Dès lors, j'ai compris que je ne pouvais plus compter sur lui. J était seule. Seule contre 2 femmes qui m'espionnaient. Seule contre leurs secrets et leurs rires étouffés. Le soir venu, j'ai pris une décision désespérée. Suivre l'Araceli au manteau rouge jusqu'au bout. Découvrir ce qu'elle faisait, avec qui, et pourquoi. Peut-être alors trouverais-je la pièce manquante, la preuve ultime, qui forcerait Steven à affronter l'inacceptable. À minuit, j'ai attendu dans l'ombre du portail. J'ai aperçu la lueur d'une cigarette. Elle avançait vite, ses talons résonnant sur l'asphalte, comme si elle m'attirait dans son sillage. J'ai serré mon châle autour de mes épaules, et je l'ai suivie, le cœur cognant. Elle s'est enfoncée dans une impasse, a frappé à une porte. La musique étouffée, les rires, les voix d'hommes s'en échappaient. Je me suis approchée, le souffle suspendu. J'ai sorti mon téléphone, prête à photographier. Mais la porte s'est ouverte brusquement. Et là, dans le cadre, elle est apparue. Ses yeux noirs se sont posés sur moi, et son sourire m'a glacée. Ce N n'était pas la surprise que je lisais dans ses traits. C était l'attente. Comme si, depuis le début, tout ce jeu n'avait eu qu'un but. Me conduire ici. La porte S était ouverte, et son sourire m'avait transpercé comme une lame invisible. Ce N n'était pas l'air surpris d'une femme découverte par hasard, mais le sourire calculé de quelqu'un qui m'attendait. J'ai reculé d'instinct, mais elle n'a pas bougé. Sa silhouette découpée dans le cadre de lumière vibrait comme une ombre menaçante. « Bonsoir, maman » a-t-elle murmuré. Ces 2 mots m'ont glacé. Ils étaient prononcés avec une douceur affectueuse, mais l'ironie en était tranchante. Elle m'appelait « maman », comme pour me rappeler que je était déjà prise dans son piège. Derrière elle, des rires masculins résonnaient, des vers s'entrechoquaient. Elle a fermé la porte lentement, sans un bruit, me laissant seule dans la ruelle. Je suis rentrée d'un pas chancelant. Dans le silence de ma chambre, j'ai senti le poids de la nuit, écrasé sur mes épaules. Le lendemain, je n'ai rien dit à Steven. Je savais qu'il ne comprendrait pas. Pire, il prendrait leur parti. Alors j'ai gardé pour moi ce face-à-face, et j'ai repris mes observations comme une condamnée, qui pourtant refuse encore de baisser les armes. Les jours suivants, j'ai multiplié les notes dans mon carnet. Chaque sourire, chaque geste d'Araceli était analysé, comparé, décomposé. Mais plus je notais, plus le doute, épaississait. Parfois, je croyais voir la version douce devenir brusquement dure, parfois l'inverse. Les frontières se brouillaient. Je me demandais si elles n'avaient pas échangé leur rôle, comme 2 actrices répétant une pièce macabre. Un soir, en rangeant la chambre d'amis, j'ai trouvé un foulard imprégné d'un parfum inconnu. Ce N n'était pas celui d'Araceli, ni celui des produits que j'utilisais. J'ai porté le tissu à mon visage et une nausée m'a saisi. Ce foulard appartenait à l'autre. J'ai refermé l'armoire en tremblant, persuadée qu'elle y avait laissé cet objet comme une signature, ou peut-être comme un avertissement. Steven, de son côté, commençait à s'inquiéter de mon comportement. Il me surprenait à écrire tard dans la nuit ou à me figer devant la fenêtre. « Maman, tu devrais voir un médecin » répétait-il. Ces mots me blessaient plus que tout, car en me croyant folle, il offrait à ces 2 femmes le masque parfait derrière lequel elles pouvaient agir en toute impunité. Une nuit, je me suis levée pour boire un verre d'eau. En passant devant le salon, j'ai entendu des voix. Pas chuchotées cette fois, mais claires, presque arrogantes. 2 voix identiques, 2 rires se répondant. J'ai osé regarder par l'entrebâillement de la porte. Elles étaient là. 2 Araceli, assises face à face, leurs silhouettes éclairées par la lampe basse. L'une portait une robe claire, l'autre son manteau rouge. Elle parlait de moi. Elle nous observe encore, car, disait la première. Elle croit avoir des preuves, car, répondait la seconde. Puis elles ont ri ensemble, d'un rire synchronisé qui m'a transpercée. J'ai porté la main à ma bouche pour ne pas crier. Mon téléphone était dans ma chambre, je n'avais pas de quoi les photographier. J'ai reculé, le souffle court, et je me suis réfugiée dans mon lit comme une enfant. Mais à cet instant, je savais que mon cauchemar N était plus un doute ou une intuition. Il était devenu chair et os. Le lendemain, mes mains tremblaient si fort que je renversais le café du matin. Araceli, ou sa jumelle, me regarda avec un sourire indulgent. « Tu es nerveuse, maman ?» Son ton était doux, mais ses yeux brillaient d'une cruauté contenue. Je compris qu'elle savait que je les avais vus ensemble. La guerre ouverte avait commencé. J'ai passé la journée enfermée dans ma chambre. J'ai relu mes carnets, observé mes photos, tenté d'ordonner le chaos. Mais chaque ligne et chaque cliché me renvoyait la même vérité. Javran était seul contre elle, seul dans cette maison devenue étrangère. Seul aussi face à Steven, aveugle et amoureux. Ce soir-là, j'ai fait un choix. Je n'allais plus attendre. Si elle voulait jouer avec moi,
Alors je devais leur tendre mon propre piège. Il fallait que je trouve un moyen de les confronter, de les forcer à se montrer devant Steven, ensemble. Ce serait la seule manière de briser leur emprise. En écrivant ces mots dans mon carnet, j'ai senti mes doigts se raffermir. La peur ne disparaissait pas, mais une flamme nouvelle s'allumait. Pan était plus seulement une victime. J était devenue une adversaire. Et je savais que la prochaine bataille se jouerait bientôt, dans cette maison qui, N, était plus un foyer, mais une arène. Les jours qui suivirent furent interminables. Chaque matin, je descendais l'escalier le cœur serré, craignant de surprendre dans la cuisine non pas une mais 2 silhouettes identiques. Chaque soir en me couchant, je priais pour que les bruits qui montaient du salon ne soient que le fruit de mon imagination. Mais la vérité, je le savais désormais, ne relevait plus de l'hallucination. Ma maison, autrefois refuge, appartenait à présent à 2 femmes qui jouaient avec moi, comme un chat avec sa proie. N était plus qu'une étrangère dans mon propre foyer. Steven me parlait peu, trop absorbé par son travail et par la confiance aveugle qu'il avait en sa femme. Matthew, innocent, continuait de rire, de me tendre ses dessins, inconscient du piège qui se refermait autour de nous. Et Araceli, ou plutôt ses 2 reflets, menait la danse. L'une, douce et attentive, me servait le thé avec des sourires rassurants. L'autre, ombre arrogante, me fixait parfois d'un regard si sombre qu'il m'en glaçait le sang. Pourtant, malgré la peur, quelque chose en moi refusait de céder. J'ai compris que je devais cesser de subir et préparer ma propre stratégie. Mon carnet, saturé de notes, ne suffisait plus. Les photos prises en cachette pouvaient être contestées. J'avais besoin d'une preuve vivante, d'un instant irréfutable où Steven verrait de ses propres yeux l'impossible. Alors j'ai commencé à échafauder un plan. Chaque soir, après avoir bordé Matthew, je m'enfermais dans ma chambre et je griffonnais des scénarios. Comment les piéger? Comment les forcer à se montrer ensemble devant Steven? J'imaginais installer des miroirs, tendre un piège dans le couloir, enregistrer leur voix. Mais je n'avais ni le savoir technique, ni la force d'affronter le risque d'être découverte. Car si elles apprenaient ce que je préparais, je savais que ma vie ne tiendrait plus qu'à un fil. J'ai choisi une autre arme, la patience. J'ai observé leurs habitudes comme on suit la course des astres. La femme au manteau rouge sortait presque toujours à la tombée du jour, cigarette aux lèvres, le regard dur. L'autre restait à la maison, berquant Matthew, jouant son rôle de mère modèle. 2 trajectoires parallèles, jamais croisées sous les yeux de Steven. Cette synchronisation parfaite me donnait le vertige, comme si une main invisible écrivait le scénario. Un après-midi, j'ai faim de somnoler dans le fauteuil du salon. Les yeux mi-clos, j'ai vu Araceli poser une main tendre sur elle, épaule de Steven avant de monter à étage. Quelques minutes plus tard, une autre silhouette identique a franchi la porte arrière, jetant un coup d'eau, œil furtif autour d'elle. Mon souffle s'est suspendu. Si Steven avait levé la tête à cet instant, il aurait vu l'impossible. 2 femmes au même visage, dans le même espace. Mais il ne regardait pas. Il ne voulait pas regarder. Ce soir-là, j'ai écrit en lettres capitales dans mon carnet « Il faut les forcer à se révéler devant lui ». La nuit, je me suis levée pour boire de l'eau. Dans le couloir, j'ai entendu 2 voix, cette fois non pas chuchotées mais presque joyeuses. « Elle est à bout » disait l'une. « Oui, bientôt elle craquera » répondait l'autre. Puis un rire synchronisé, glaçant. Mes jambes se sont dérobées. J'ai reculé jusqu'à ma chambre, verrouillé la porte, et suis restée assise contre le bois jusqu'à l'aube, le cœur battant comme un tambour. Au matin, les traits tirés, j'ai appelé Ivan, mon autre fils. Je n'ai pas osé tout lui dire. Mais ma voix suppliante a suffi. Quelque chose ne va pas ici, viens me voir. Il a écouté en silence, puis a promis de venir dès qu'il le pourrait. Cette promesse a été pour moi comme une flamme fragile dans une nuit glaciale. En attendant, je devais tenir seule. J'ai intensifié mes observations, malgré le danger d'être démasquée. Un soir, j'ai suivi la femme au manteau rouge jusque dans un bâtiment délabré, en périphérie. J'ai vu des hommes entrer et sortir, des enveloppes passer de main en main, des éclats de voix rugir derrière les murs. Elle était pas seulement une amante secrète. Elle était impliquée dans quelque chose de plus sombre, plus vaste. J'ai pris quelques photos de loin. Les images étaient floues, mais elles prouvaient sa présence dans ce lieu suspect. Quand je suis rentrée, l'autre Araceli était installée dans le salon, Matthew endormi sur ses genoux. Elle m'a regardé longuement, un sourire figé sur les lèvres. « Tu as pris l'air, maman » m'a-t-elle demandé d'un ton presque moqueur. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Son regard semblait fouiller jusqu'au fond de mon âme. Cette nuit-là, je n'ai pas écrit dans mon carnet.
Je me suis contentée de serrer mon téléphone contre ma poitrine, priant pour que mes preuves ne disparaissent pas mystérieusement. Car j'avais désormais la certitude qu'elle savait tout. Mes doutes, mes peurs, mes gestes. Comme si chaque mur de cette maison leur livrait mes secrets. Le lendemain, Steven a annoncé qu'il devait partir 2 jours pour un déplacement professionnel. Mon cœur s'est serré. 2 jours seul avec elle. 2 jours à survivre sans même l'ombre protectrice pourtant aveugle de mon fils. J'ai souri faiblement, mais à l'intérieur, j'ai hurlé. Car je savais que ces 48 heures décideraient de tout. Quand Steven a franchi la porte, le silence a retombé comme une chape. Les murs semblaient se rapprocher. Les pas que j'entendais dans le couloir N étaient plus ceux de Matthew, mais ceux d'ombres jumelles qui rôdaient autour de moi. Elles étaient là, toutes les deux, invisibles mais présentes, attendant le moment de frapper. Et pour la première fois, j'ai compris qu'elles n'avaient plus seulement l'intention de me tromper ou de m'humilier. Elles voulaient m'effacer. Quand la voiture de Steven disparut au coin de la rue, j'ai senti un vide glacial s'installer dans la maison. 2 jours. 48 heures seule, enfermée avec ces 2 femmes dont je ne savais même plus si elles étaient sœurs, complices ou démons. Mon fils croyait me laisser en sécurité dans ce foyer, mais en réalité il m'abandonnait au cœur de la tempête. La première heure, j'ai tenté de me persuader que tout irait bien. J'ai rangé la cuisine, préparé du thé, caressé les cheveux endormis de Matthew, mais déjà je sentais leur regard peser sur moi, invisible, mais insistant. Les marches de l'escalier craquaient sans raison. Une porte se refermait doucement. Le bruit léger d'un pas résonnait dans le couloir. Elles étaient là, partout et nulle part. L'après-midi, la tension est devenue insupportable. Araceli est apparue dans le salon, vêtue d'une robe claire, son sourire doux accroché à ses lèvres. Elle a pris Matthew sur ses genoux et a chanté une berceuse. Quelques instants plus tard, alors qu'elle montait à l'étage, j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir et une autre silhouette entrer. Même visage, même démarche, mais vêtue de sombre. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je me suis cachée derrière le rideau, regardant ces 2 femmes se croiser dans le même espace, comme 2 miroirs vivants. Le soir, j'ai mis Matthew au lit plutôt que d'habitude. J'ai fermé les volets, verrouillé les portes. Puis je suis restée assise dans ma chambre, le carnet serré contre moi. Les bruits ont commencé peu après. Des éclats de rire, 2 voix discutant à voix basse dans le salon. J'ai collé mon oreille contre la porte. « Elle est fragile », disait l'une. « Bientôt elle cédera », répondait l'autre. J'ai reculé, tremblante. Elle complotait contre moi à quelques mètres à peine. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque craquement de la maison me paraissait une menace. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu la poignée de ma porte bouger. Lentement. J'ai retenu mon souffle. Mais le verrou a tenu. Après quelques secondes, les pas se sont éloignés. Quand j'ai osé rouvrir les yeux, l'aube pointait déjà. Le lendemain, mes forces étaient au plus bas. Pourtant, je devais tenir. Pour Matthew. Pour Ivan, qui, je l'espérais, viendrait bientôt. J'ai décidé de préparer un piège. J'ai placé mon téléphone dans le couloir, caméra activée, et je l'ai caché sous une pile de vêtements. Peut-être pourrais-je enfin enregistrer ce que j'avais vu. Toute la journée, j'ai guetté, mais rien ne s'est produit. Les 2 femmes semblaient me narguer, comme si elles savaient que j'attendais un faux pas. Le soir venu, tout a changé. Alors que je préparais le dîner, Matthew dessinait à la table. J'ai entendu une porte claquer, puis 2 voix se répondre. Je me suis approchée discrètement. Dans le salon, elles étaient là, toutes les 2, debout face à face. L'une portait le manteau rouge, l'autre une blouse claire. Elles parlaient vite, nerveusement, comme si le temps pressait. J'ai reculé et me suis précipitée dans ma chambre pour vérifier le téléphone. La caméra tournait encore. Mon cœur battait à rompre. J'avais peut-être enfin la preuve. Mais quand j'ai visionné la vidéo, il n'y avait rien. Le couloir vide, seulement le silence. Comme si la maison elle-même effaçait leurs traces. Je suis restée pétrifiée, l'aile, écran à la main. Alors une évidence m'a frappée, elle savait. Elle savait tout ce que je faisais, et elle prenait soin de me laisser au bord de la folie, incapable de démontrer la réalité. Cette 2e nuit a été la pire. Je suis restée assise contre la porte de ma chambre, une chaise calée en travers. À plusieurs reprises, j'ai entendu des pas s'arrêter juste derrière. Parfois, un souffle chaud semblait glisser sous la fente. Matthew dormait dans sa chambre voisine, paisible, inconscient de l'angoisse qui écrasait. J'ai pensé réveiller mon petit-fils et m'enfuir avec lui, mais où aller? Qui me croirait? Au matin, les 2 jours N n'étaient pas encore écoulés, mais J était brisé. Quand Steven franchirait de nouveau la porte, que pourrais-je lui dire? Mes mots paraîtraient insensés. Mes preuves S étaient envolées. Il ne me resterait que mon regard apeuré et mes carnets remplis de notes fiévreuses. Et je savais déjà que cela ne suffirait pas. Alors j'ai pris une décision. Je ne me tairai plus.
Quand Steven reviendrait, je lui parlerais, même s'il me prenait pour folle. Même si cela brisait notre lien. Car si je gardais encore ce silence, ce haine, était plus seulement ma raison qui risquait de disparaître. Était ma vie. Le retour de Steven aurait dû me rassurer. Après 2 jours d'absence, je pensais retrouver enfin une forme de paix, comme si sa présence suffisait à éloigner les ombres. Mais dès qu'il franchit la porte, valise à la main, j'ai compris que rien ne qui était apaisé. La maison N était pas plus sûre parce qu'il revenait. Au contraire, le contraste entre son sourire tranquille et le tumulte qui grondait en moi rendait tout plus insupportable. Il a embrassé Matthew, l'a serré fort contre lui, puis il a attiré Araceli dans ses bras avec la tendresse d'un mari amoureux. Je les ai observés sans dire un mot, figés sur le seuil du salon. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'ils ne l'entendent. Derrière ce tableau parfait, je voyais déjà les fissures, une silhouette qui se dédoublait, un rire qui se superposait à l'autre, une duplicité que lui refusait de reconnaître. Je voulais lui parler, là, tout de suite. Mais il m'a coupé. Plus tard, maman, je suis fatiguée. Laisse-moi souffler. Ces mots, si banals, m'ont transpercé. Plus tard. Mais le temps jouait contre moi. Chaque seconde de silence donnait plus de force à ces 2 femmes. Pourtant, j'ai obéi. J'ai attendu. Le soir venu, quand Matthew s'est endormi, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis descendue dans le salon avec mon carnet et mon téléphone. Steven lisait, la lampe éclairant son visage. Ma voix tremblait, mais je me suis lancée. « Steven, il faut que tu m'aimes, écoute !» Alors j'ai tout raconté. Les bruits dans le couloir, les pas derrière ma porte, les éclats de voix dans le salon. J'ai parlé de la boîte métallique, des lettres, des tickets, des photographies prises en cachette. Et enfin, j'ai prononcé ce qui brûlait mes lèvres. Il y a 2 femmes, Steven. 2 femmes avec le même visage. Guillemets doubles. Il m'a écouté en silence. Son front s'est plissé, ses lèvres se sont pincées. Puis il a soupiré, lourdement. « Maman, tu es à bout de nerfs. Ce que tu dis n'a aucun sens. Araceli est ici, avec moi. C'est toi qui t'imagines des choses. » Mon cœur s'est serré. J'ai frappé la table du poing. « Non, je les ai vus ensemble, devant moi. » Ma voix a résonné dans la pièce comme un cri d'animal blessé. C'est alors qu'Araceli est apparue. Elle portait une robe claire, ses cheveux attachés, son visage paisible. Elle s'est avancée calmement, presque trop calmement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Steven hocha la tête, mal à l'aise. Moi, je la fixais sans parvenir à parler. Car dans le reflet de la vitre derrière elle, j'avais cru distinguer une ombre, un second corps fuyant vers le couloir. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je suis restée assise sur mon lit, le carnet ouvert. J'ai écrit encore et encore les mêmes mots. J-E-N-E, suis pas folle. Mais plus je les traçais, plus j'avais peur que l'encre ne me trahisse, que mes propres notes ne soient prises pour des délires. La maison, dans le silence nocturne, me paraissait respirer. Chaque craquement devenait un murmure, chaque courant d'air un souffle ennemi. Au matin, j'ai décidé de me battre autrement. J'ai préparé des pièges dérisoires. Un miroir déplacé dans le couloir, une porte laissée entr'ouverte, une lampe restée allumée pour surprendre une silhouette. J'ai même caché mon téléphone en enregistrement derrière une pile de livres. J'espérais que, par inattention, elle se trahirait. Mais la journée s'est écoulée dans une normalité étouffante. Araceli m'a parlé avec douceur, a préparé le repas, a joué avec Matthew. Rien, pas un geste suspect. Pourtant, je sentais que l'autre haine était pas loin. Le soir, alors que Steven S. s'était enfermé dans son bureau, j'ai entendu des rires à l'étage. 2 voix, parfaitement distinctes. Je suis montée à pas lents, le cœur battant. Derrière la porte de la chambre d'amis, j'ai collé mon oreille. Les voix continuaient, rythmées, presque joyeuses. Puis la poignée a tourné. J'ai reculé d'un bond. La porte s'est ouverte. Araceli. Seule. Son sourire était étrange, trop assuré. « Tu cherchais quelque chose, maman ?» a-t-elle demandé d'une voix mielleuse. J'ai balbutié, j'ai reculé, et je suis redescendue en tremblant. J'ai compris alors que mes ruses ne serviraient à rien. Elles savaient tout. Elles anticipaient chacun de mes gestes. Elles effaçaient leurs traces avec une précision diabolique. La maison leur appartenait, et moi je haine. Était plus qu'une intruse tolérée, observée, manipulée. Cette nuit-là, j'ai écrit une seule phrase dans mon carnet. « Si je tombe, elles auront gagné. » J'ai fermé le cahier avec rage. Mon corps tremblait, mais au fond de moi, une flamme subsistait. Tant que je tiendrais debout, tant que je refuserais de me taire, elle ne pourrait pas m'effacer complètement. J était brisée, mais pas vaincue.
Le matin suivant s'ouvrit sur une lumière grise, presque maladive. J'eus l'impression que la nuit n'avait pas vraiment quitté la maison. Les murs semblaient encore saturés des rires que j'avais entendus, et chaque objet autour de moi me paraissait chargé d'une vigilance sournoise. Je me levai avec lenteur, comme si chaque mouvement risquait d'éveiller un danger. Matthew dormait encore, les joues roses, respirant avec la sérénité d'un enfant qui ignore tout du mal. Je posai ma main sur sa couverture pour me rassurer, puis je descendis. Dans la cuisine, Araceli était déjà installée. Elle me tendit une tasse de café avec un sourire parfaitement poli. Mais ses yeux brillaient d'une ironie glaciale. « Tu sembles fatiguée, maman », dit-elle d'une voix douce. Ces mots simples résonnaient comme une provocation. Je bus une gorgée pour masquer mon trouble. Le liquide amer coula dans ma gorge, et j'eus la pensée absurde qu'il contenait peut-être un poison invisible. Elle observa chaque geste avec une attention feinte, comme si elle notait mon courage ou ma faiblesse. La journée se déroula dans un climat pesant. Chaque porte s'ouvrait avec un léger grincement qui me faisait sursauter. Chaque miroir me renvoyait une ombre qui, n'était pas tout à fait la mienne. Dans le couloir, je crus voir passer une silhouette rouge avant qu'elle ne disparaisse. Le doute s'enroulait autour de moi comme une fumée épaisse, mais au fond de mon cœur je savais. Elles étaient bien deux, et elles jouaient avec moi. Je me surpris à penser à mon passé, au soir où Steven, enfant, venait se réfugier dans mes bras après un cauchemar. J était alors son refuge, son rempart. Aujourd'hui, les rôles S étaient inversés. C était moi qui cherchais protection, mais il ne voyait rien ou ne voulait rien voir. Cette idée me blessa plus que toutes les menaces. À midi, Steven rentra plus tôt. J'accourus vers lui, la voix brisée. « Steven, il faut que tu m'aimes. Écoute, je t'en supplie. » Mais il posa doucement sa main sur mon bras, comme on apaise un enfant capricieux. « Plus tard, maman. Je suis fatigué, » dit-il encore. Ces mots, toujours les mêmes, me frappèrent comme une gifle. Plus tard. Mais je n'avais plus de temps. Quand il monta se reposer, je restai dans le salon, le souffle court. Araceli entra, ses pas légers mais sûrs. Elle s'assit face à moi. Ses lèvres dessinèrent un sourire étudié. Je pris une profonde inspiration. « Dis-moi la vérité. Il y a deux femmes. Toi et l'autre. » Guillemets doubles. Elle éclata d'un rire sec, qui fit vibrer l'air autour de nous. « La vérité ? Quelle vérité veux-tu ? Peut-être que je suis deux ? Peut-être 1000 ? Peut-être que tu es la seule à n'avoir plus d'existence. » Sa voix coulait comme un poison dans mes veines. Je me reculai, mais elle poursuivit, impitoyable. « Tu crois encore pouvoir convaincre ton fils ? Tu crois qu'il te croit ? Regarde-le. Il ne voit que moi. Je suis son présent, je suis son avenir. Toi, tu n'es qu'un fardeau. » Guillemets doubles. À cet instant, des pas résonnèrent dans le couloir. Je tournai la tête et je la vis. L'autre. Le manteau rouge, les cheveux lâchés, le même visage, mais un sourire cruel. Elle se tenait côte à côte, deux miroirs vivants. Mon souffle se coupa. « Elle est déjà brisée ?» dit celle en rouge. L'autre hocha la tête. Puis, comme pour ajouter à ma terreur, elles s'approchèrent de quelques pas. « Tu ne tiendras pas, maman » ajouta la première. « Tu finiras par disparaître, et nous prendrons ta place. » Guillemets doubles. Je voulus crier pour appeler Steven, mais aucun son ne sortit de ma gorge. J était clouée dans mon fauteuil, les mains glacées. Elles échangèrent un regard complice, puis se dispersèrent comme si de rien était. L'une monta l'escalier, l'autre regagna la cuisine. Et je restai seule, bouleversée, persuadée que je venais de franchir une frontière irréversible. Le soir, Steven revint vers moi, me trouva immobile, le carnet sur les genoux. « Tu devrais dormir, » dit-il simplement. Je levai les yeux vers lui, incapable de répondre. Comment lui dire que la maison N était plus qu'un théâtre où je jouais le rôle d'une folle, pendant que deux femmes écrivaient ma chute. J'aurais voulu lui rappeler ses propres peurs d'enfant, ses demandes d'aide, lui dire que maintenant était à lui, d'écouter. Mais mes mots restèrent coincés. La nuit tomba. Je m'assis à mon bureau, plume en main. Mes doigts tremblaient, mais écrivis sans m'arrêter. J'emplis des pages entières. Mes souvenirs, mes preuves, mes peurs. Je décrivis la scène du salon, les regards croisés, le rire cruel. Je décrivis aussi la manière dont les pas résonnaient dans le couloir, l'odeur de tabac froid qui flottait encore, les frissons glacés qui couraient le long de mon dos. Chaque détail devait rester gravé, car si je disparaissais, ces lignes seraient mon dernier cri. Les heures passèrent. Parfois, j'entendais des pas s'arrêter derrière ma porte. Un souffle chaud passait sous la fente.
Une fois, un éclat de rire éleva, long, cruel, presque enfantin. Je continuais d'écrire, encore et encore. Chaque ligne était une arme dérisoire mais nécessaire. Je remplis les marges de phrases désordonnées. Elles existent. Je les ai vues. Je ne suis pas folle. À l'aube, mes yeux brûlaient, mes mains étaient tachées d'encre. Mais je n'avais pas cédé. Je regardais par la fenêtre le ciel se teinter de rose, et je me fis une promesse. Tant que je pouvais écrire, elle n'avait pas gagné. Je ne tomberais pas sans combat, même si ce combat devait se jouer seul, dans cette maison devenue prison. Le matin éleva dans un silence lourd, presque religieux. Le ciel avait beau éclaircir d'un bleu limpide, la maison, elle, semblait enveloppée d'un voile sombre. Je me réveillais avec la sensation étrange que les murs retenaient encore le souffle des nuits passées, imprégnés des murmures et des rires étouffés que je croyais entendre à chaque instant. Aujourd'hui, je le savais, rien ne serait comme avant. Matthew mangeait à table, la bouche tachée de lait, les yeux brillants de cette innocence qui me brisait le cœur. Steven tournait distraitement les pages du journal, indifférent à mon agitation. Quant à Araceli, elle distribuait les assiettes avec une grâce mécanique. Je la regardais de longues minutes. Le moindre mouvement, le moindre battement de cils m'apparaissait comme une menace. Lorsqu'il sortit quelques minutes pour répondre au téléphone, elle se pencha vers moi, ses lèvres presque collées à mon oreille. « Tu n'y échapperas pas, maman » souffla-t-elle. 4 mots simples, mais plus terrifiants que n'importe quel cri. Mon estomac se noua, et j'eus envie de vomir. Je passai la matinée à me préparer. J'alignais mes carnets sur la table, vérifiais mon téléphone encore et encore. Je marchais dans chaque pièce, fermais les rideaux, ouvris les tiroirs, comme si la maison tout entière me surveillait. J'activais la caméra, la plaçais derrière une pile de livres dans le salon. J'avais pris soin de tester l'angle, de vérifier le son, de m'assurer que rien ne serait perdu. Mon esprit répéta sans cesse « Cette fois tu dois tenir, cette fois il faut une preuve ». Je me répétais presque à voix haute, comme une litanie, que la vérité ne devait plus même échapper. L'après-midi, la maison bascula dans un autre rythme. Steven emmena Matthew faire des courses. Le silence retomba, épais, coupé seulement par le craquement du bois dans les murs. Puis les pas résonnèrent. L'une descendit l'escalier, vêtue de clair, un plateau dans les mains. L'autre entra par la porte arrière, manteau rouge, cigarette à demi consumée. Elles se figèrent, se sourirent, puis me fixèrent ensemble. Mon corps se glaça, mes doigts se crispèrent sur la table. « Alors, toujours à écrire ?» lança la première. « Tu crois vraiment que tes mots te sauveront ?» ajouta la seconde. « Steven ne lira jamais tes pages » continua la première. « Et même s'il les lisait, il ne verrait qu'une vieille femme délirante » conclut l'autre. Leurs voix se superposaient, 2 lames invisibles prêtes à écorcher. Je reculais, mais pensais à la caméra. « Tiens bon, Emma, tiens bon. »« Steven verra » murmurai-je, les lèvres sèches. Elles éclatèrent d'un rire synchronisé, ce son inhumain, qui vibrait jusque dans mes os. Puis elles s'avancèrent, leurs ombres étirant sur le tapis comme 2 serpents. Elles n'avaient pas besoin de m'effleurer pour me blesser. Leur simple présence suffisait à ronger mon esprit. Soudain la porte s'ouvrit. Steven et Matthew entraient, chargés de sacs. J'eus l'espoir d'un miracle. Mais quand je tournai la tête, il n'y avait plus qu'une seule Araceli, immobile, tenant son plateau. L'autre avait disparu. Mon cœur s'effondra dans ma poitrine. Steven fronça les sourcils. « Maman, que se passe-t-il » Je voulus crier, montrer la caméra, exiger qu'il regarde. Mais Matthew, joyeux, se mit à rire aux éclats et détourna son attention. L'instant mesre échappa comme du sable entre les doigts. Araceli posa une main tendre sur l'aile, épaule de mon fils, reprenant son rôle de parfaite épouse. Tout semblait redevenu normal. La soirée étira dans une lente agonie. Je restais enfermé dans ma chambre. Quand je consultais l'enregistrement, mes mains tremblaient. Écran ne montrait rien. Le salon vide, silencieux. Pas de manteau rouge, pas de double. Comme si la maison elle-même était liguée contre moi. Mon ventre se serra. Ce que j'avais vu, vécu, enduré ne laissait aucune trace. J'étais seul avec mes visions. Alors, je compris que personne ne me croirait jamais. Ni Steven, aveuglé par son amour, ni quiconque au dehors. La seule arme qu'il me restait, était l'écriture. Je repris ma plume et gravai des phrases entières, comme des prières. Je les ai vues. Elles existent. Je ne suis pas folle. Chaque ligne était une preuve, non pour les autres, mais pour moi, pour résister à leur entreprise d'effacement. La nuit fut interminable.
Des pas s'arrêtèrent devant ma porte, un souffle chaud s'infiltra par la fente. J'entendis parfois un rire étouffé, un murmure qui ressemblait à mon prénom. Je me recroquevillai sur ma chaise, continuai écrire, plus vite, plus nerveusement. Mon carnet se remplissait d'aveux, de souvenirs, de scènes décrites avec une minutie désespérée. J'y consignais même les détails les plus insignifiants, la couleur du rideau, l'odeur de tabac, le craquement des marches. Tout devait rester. Par moments, mes pensées échappaient vers le passé. Je revoyais Steven enfant, ses yeux humides après un cauchemar, sa petite voix implorant ma présence. J'avais été son refuge. Et voilà que maintenant, moi, sa mère, Jar, était condamnée à crier dans le vide, incapable d'obtenir de lui la moindre écoute. La douleur de ce renversement me déchirait plus que toutes les menaces d'Araceli. Vers l'aube, mes mains étaient noircies d'encre, mes yeux brûlaient. Mais je continuais encore, remplissant les marges de mots désordonnés, comme des graffitis contre l'oubli. J'ouvris enfin la fenêtre. L'air glacé entra, chargé d'une lumière nouvelle. Peut-être que ce jour marquait ma fin. Mais mes mots, eux, survivraient. Même si je devais disparaître, ma vérité resterait gravée. Et tant qu'elle existerait, elle n'aurait pas tout gagné.